Je suis prévisionniste météo, comme j'aime le dire, c'est un domaine assez passionnant aujourd'hui lorsqu'on sait bien que les changements climatiques perturbent les activités économiques et qu'il faut être accompagné par certaines données, comment comprendre le changement climatique dont on a besoin des météorologue, si je peux le dire ainsi, pour définir le temps sur une échelle donnée. Donc, à côté de ça, je suis beaucoup passionnée par les questions de changement climatique. C'est pourquoi je me suis intéressée aux thématiques genre et adaptation, parce que je milite pour la cause des femmes qui sont touchées par les effets du changement climatique. Et c'est pourquoi je suis également présidente fondatrice de l'association OCA Women in Climate Action. Je pense que c'est tout pour ma présentation. Merci. Merci Marie. Je vais passer la parole à Inès qui est ici aussi parmi nous. Inès, tu nous reçois? Oh, merci bien. Merci de la parole. Moi, je m'appelle Inès Ndachai Sava. Je travaille au sein de l'institution publique qui s'appelle IDJEBU, Institut géographique du Burundi. C'est une institution qui est point focal de la Convention cadre. Donc, c'est une institution nationale qui est point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, il abrite le point focal national de la CNUC. Mais aussi, on a comme Madame Marie-Claire a dit, on a les départements de la météorologie, de l'agroclimatologie, de la topographie et de la cartographie. Donc, avec ce que Marie-Claire fait, c'est ce que mon institution fait également. Mais à part ça, dans cette institution, je suis directeur administratif et financière, mais aussi experte en finance climat. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Merci. Merci beaucoup Inès pour la présentation. Il y a aussi une dame qui vient de nous rejoindre, Elodie. Elodie, ça va du Gabon? Bonsoir à tous. Bonsoir Elodie, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Oui, ça va aussi mieux. Je ne sais pas si tu peux enchaîner directement avec une brève présentation de toi, ce que tu fais et par rapport au climat, dans quelle thématique précisément dans lequel tu es le plus engagé. Parole est à toi, Olydie. Alors, bonsoir à tous. Je me nomme Iboni Oledi Jenny. Je suis engagée depuis plusieurs années au sein de plusieurs ONG au Gabon, dont Gabon Écologie et l'ONG Action du Cœur. Alors, je suis responsable sensibilisation au développement durable et développement des partenariats à l'ONG Gabon Écologie. Je suis secrétaire générale à l'ONG Action du Cœur. Je suis entrepreneur vert et également e-reporter. Je me positionne plus dans l'environnement parce que je sensibilise beaucoup, peu importe la manière par laquelle je passe, mais je sensibilise beaucoup. Ça peut être par l'art, ça peut être également par la cosmétique parce que je suis entrepreneur vert et également par les actions que nous menons au sein de nos ONG. Donc, en bref, c'est ça. Merci beaucoup Olydie pour cette brève présentation. Maintenant, la parole est aux hommes. Je laisse Rachat se présenter, puis Crispus et enfin Monsieur Yves. La parole est à vous. Merci pour la parole, hein. Moi, ça ne serait pas vraiment long. C'est Benjidi Rachad Sanoussi. Je suis béninois et je suis responsable plaidoyer à Ecolotrip. Ecolotrip est une organisation de jeunes qui travaille à lutter contre les changements climatiques sur plusieurs volets. Donc, je m'intéresse plus aux questions liées
au plaidoyer climatique, comme mon rôle l'indique, et je me focalise beaucoup plus sur la technologie et l'agriculture. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Crispus. Merci beaucoup, Ben. Bonjour, bon après-midi tout le monde, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. Moi, je suis Crispus Dandaro. Je précise qu'il n'y a pas le N devant mon nom. C'est Crispus Dandaro. Je suis ingénieur forestier et je suis beaucoup plus concentré sur les aspects liés au carbone, notamment la séquestration du carbone. Je suis spécialiste carbone aussi, spécialiste de la faune, de tout ce qui a rapport avec la faune. Actuellement, je suis assistant technique au laboratoire d'écologie à l'UNIFAP. C'est ici au Brésil, où je suis depuis bientôt un an je travaille. Je suis aussi point focal écolotrip. Écolotrip, Ben Rachad a déjà dit ce que c'est. Je suis point focal écolotrip. Bon, c'est tout. Merci. Je crois bien que c'est mon tour. Moi, c'est Yves Tanguy-Vziza. Je suis un jeune environnementaliste, cofondateur de My Imperative Actions. C'est une plateforme qui vise le renforcement des capacités des étudiants en sciences de l'environnement, dans le domaine de l'environnement, mais aussi qui soutient les initiatives de promotion des Green Initiatives de la jeunesse en général. Je suis aussi directeur général de Green Cleaning Company, une entreprise qui propose des solutions de gestion durable des déchets. À part ça, j'ai un intérêt particulier pour les négociations sur le changement climatique. Et voilà, je suis ravi d'être ici et de pouvoir apporter mes contributions. Merci. Merci à toutes et à tous pour... Bonsoir tout le monde. Abishab, c'est réglé dans ton inbox, s'il te plaît. Ouais, Oui, moi c'est Alexis Gabjob Chagom. Je suis au Cameroun et je suis membre de l'association Les Bénévoles des Océans et travaille plus sur l'aspect protection des océans, des rivières, des mers contre la pollution plastique. Je suis également reporter et membre des Jeunes Voix du Sahel Cameroun. Donc, je m'intéresse plus à la préservation de l'eau, des océans, du sol et aussi à l'agriculture. Merci. Merci à tous et à toutes. Et sans trop tarder, on va déjà enchaîner avec la session. Je vais commencer par vous, Marie, qui dirige une organisation, WOCA, une organisation de femmes engagées pour la lutte contre le changement climatique. Et ma question pour toi est celle-ci, Marie. Avec toutes les expériences que tu as déjà acquéries dans la direction de votre organisation, penses-tu vraiment que la COP30 a renforcé le leadership féminin dans l'action climatique? Merci Yavi pour la parole. C'est un honneur d'échanger avec vous ce soir sur les questions de changement climatique, notamment dans le cadre des COP. En effet, il faut bien se dire que les COP sont des événements où, en fait, c'est un tremplin et il faudrait dire que c'est chacun qui sait ce qu'il part chercher. Donc déjà, en tant que leader féminin, grâce à la COP, moi, je peux parler de mon expérience personnelle, si vous pouvez me permettre. Mon expérience personnelle en tant que jeune leader m'a permis déjà de poser les bases. Donc, j'ai pu poser les bases cette année lors de la COP 30. Ça m'a permis de faire le lancement de mon association
ROCA Women and Climate Action, qui vise à promouvoir l'égalité de genre et l'implication des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Et ce que je peux dire, c'est que depuis la COP 29, ma première COP à laquelle j'ai pu assister, je peux déjà faire un bilan et me dire que le leadership féminin est de plus en plus valorisé dans ces instances-là, parce que de plus en plus, on voit des femmes négociatrices dans des salles, et il y a également l'Institut de la francophonie en partenariat avec l'OIF, autant pour moi, l'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec l'IFDD, qui aujourd'hui a formé déjà 500 négociatrices. Donc, avec ces chiffres déjà, je peux me permettre de dire que le leadership féminin est de plus en plus grandissant dans ces instances de discussion. Et également, j'ai fait la rencontre des jeunes leaders, des femmes, qui ont également participé à pas mal de side events, le lancement de leurs associations, parler. Et pour moi, c'est un enjeu positif pour le leadership féminin. C'est un espace qui permet de promouvoir la parole, qui donne la parole aux femmes, qui permet à la femme de s'exprimer et de dire ce qu'elle peut faire en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que pour moi, la COP30 a servi de levier, de levier en fait pour le leadership féminin en Afrique surtout. Oui, merci Marie. Et on sait surtout, quand on parle de leadership féminin, souvent on a tendance à imaginer ou à penser qu'on doit être dans des postes et des décisions pour vraiment prendre des décisions. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Comment est-ce que les femmes, sans même occuper ces genres de positions ou des postes et des décisions, peuvent vraiment sentir que leur leadership est considéré au sein de ces événements internationaux? Je pense, pour ma part, que les femmes expriment leur leadership de plusieurs manières. Benjedid a parlé tout à l'heure de plaidoyer. Les femmes se réunissent le plus souvent. Il y a celles qui suivent des thématiques différentes, celles qui viennent des régions différentes, qui s'asseyent et qui formulent des plaidoyers en fonction de je vais dire quoi? En fonction de leurs exigences, en fonction de leurs préoccupations. Donc, il y a déjà des blocs qui se forment, des plaidoyers qui sont formés, et ça permet en sorte que même celles qui n'avaient pas la parole puissent dire quelque chose. On a vu des organisations qui, avant de partir à la COP, se réunissent. Le plus souvent, c'est ce qui se passe dans presque tous les pays. Il y a des concertations, il y a des réunions préparatoires pour la COP. Donc, ça veut dire que même celle qui n'a pas possibilité de s'y rendre a quelque chose à dire. En donnant une recommandation, par exemple, c'est déjà le moyen pour elle de se faire entendre. Donc, maintenant, ce que moi je vais dire, c'est que le plus important, c'est que ces plaidoyers-là puissent monter. Comment faire en sorte que les plaidoyers, que ces femmes-là s'asseyent, lorsqu'elles s'asseyent pour formuler ces plaidoyers-là, comment faire en sorte que ces plaidoyers-là puissent vraiment atteindre les cibles, surtout lorsqu'on parle aujourd'hui de financement climatique, le financement du leadership féminin. Donc, pour ma part, c'est un peu ce que je peux dire concernant la question. D'accord, merci beaucoup Marie. Je comprends que même quand une femme n'est pas physiquement à la COP, elle peut envoyer sa recommandation, et à partir de cette recommandation, elle exprime son leadership. Et je m'adresse à vous, Ben Rachad, qui a participé à beaucoup de COP. Je pense même la COP 30 était ta 5e ou 6e COP. Et qui fait du plaidoyer au sein de Colotrip. Est-ce que, comment toi, en tant que jeune
et qui a une expérience dans les COP, comment est-ce que tu peux dire comment est-ce que on arrive franchement à faire des plaidoyers efficaces quand on est au sein des organisations ou même quand on est jeune? On a une préoccupation qui nous hante et on aimerait se faire entendre à la COP. Comment mieux le faire efficacement? Ben, tu es là? Oui, oui, je suis là, hein, je suis là. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, super. Mais je constate qu'on est entre nous encore, donc je me dis, est-ce que ça peut vraiment y aller? Parce qu'on est Tu entre dis? nous. Je constate qu'on est vraiment entre nous encore, entre panélistes. Est-ce que l'audience fait l'affaire pour qu'on puisse vraiment parler ou soit on continue comme ça? Oui, on peut continuer. On est jusqu'à, je pense, à 10 personnes, donc ça peut aller. Ok, d'accord, ça marche. Merci pour la question. Bon, je pense qu'en tant que jeunes, nous sommes tous confrontés à ce qu'on appelle souvent problèmes dans nos communautés, même si ce n'est pas souvent lié au changement climatique. Donc, chacun en tant que nous sommes, on a un vécu, on a un parcours, on a subi beaucoup de choses et compte tenu de ça, il y a aussi des challenges que nos communautés font face. Et face à ces challenges, nous essayons d'apporter ce que nous pouvons sans pour autant attendre forcément le gouvernement ou bien une personne quiconque. Donc, c'est dans ce sens que face aux défis que nous sommes confrontés dans nos communautés respectives, chaque jeune essaie d'apporter ce qu'il peut pour pouvoir faire changer la donne en fait. Donc maintenant, revenons au changement climatique. Nous sommes tous confrontés à ce fléau et parfois, ce n'est pas forcément directement le changement climatique. Ça peut être un problème lié à, à la culture qui se ramifie en même temps au changement climatique. Donc, il y a de ces cas. Et en fonction de cela, comme on dit souvent que la jeunesse est force motrice, est pleine de force, et le futur, le présent, on a souvent cette énergie à nous impliquer pour pouvoir faire changer la donne. Et nous savons tous que dans nos pays respectifs, on a des tests et des, comment je vais le dire même, des guidelines en fait, sur lesquels le pays fonctionne. Et on sait que le gouvernement fait déjà quelque chose, mais nous, en tant que jeunes, on peut toujours aussi aider parce qu'on ne va pas toujours attendre le gouvernement pour pouvoir vraiment faire face aux problèmes que font face nos communautés. Donc, parlant de cela, il y a plusieurs euh, de ces problèmes qui sont communs par rapport au pays, en fait. Et dans ce ordre d'idée, plusieurs jeunes essaient de mener des actions tout en complétant ce que le gouvernement fait et toujours aussi en faisant la sensibilisation. Passons, passons par le changement climatique. C'est vrai, beaucoup aussi ne savent pas, donc il faut vraiment sensibiliser les uns autour des autres pour pouvoir que l'action soit de masse, pour pouvoir vraiment faire face à ce fléau qui gangrène toute une génération et ne va pas cesser. C'est vrai, il y a eu plusieurs COP, on a fait 30 COP déjà et ça va continuer parce que les problèmes liés au changement climatique ne sont pas, euh, on n'est pas, c'est pas sûr que ça a été terminé, mais on va toujours essayer d'apporter nos idées, nos forces et surtout compter sur le multilatéralisme pour que des décisions efficaces soient prises pour vraiment réduire les effets néfastes du changement climatique. Et s'il n'avait pas ces COP, c'est que le monde serait tout un désordre. Et donc, il faut vraiment qu'on remercie la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour
pour cette plateforme qui permet vraiment d'influencer les décisions tout au niveau global et en même temps au niveau national. Donc, tout cela permet à chaque pays de pouvoir se positionner, de savoir ses priorités et de savoir dans quel sens il peut vraiment mener ses actions pour pouvoir mieux faire face aux défis du changement climatique. Déjà, quand nous parlons du changement climatique, il y a le côté adaptation, il faut s'adapter déjà aux effets néfastes. En même temps, ça touche aussi le point de la résilience de nos communautés qui sont vraiment vulnérables. Et de l'autre côté, il y a le problème d'atténuation. Déjà, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source. Donc, il y a ces trois volets, adaptation, résilience et atténuation, qui sont au cœur des discussions quand on va à la COP. Et nous, en tant que jeunes, selon notre domaine d'expertise, on essaie de se positionner là où ça nous semble vraiment intéressant. Donc, nous, à Ecolotrip, on travaille dans ce sens depuis plusieurs années et beaucoup plus sur le volet plaidoyer, en mettant un accent sur les jeunes francophones, parce que c'est vrai, quand on parle de cette discussion à la COP, il y a souvent tout un débat, mais on constate souvent l'absence des jeunes francophones. Mais depuis un certain nombre d'années, ça commence pas vraiment à prendre. Et ça aussi, c'est grâce à l'effort de nos gouvernements dans nos pays. Donc, en partie pour moi, les jeunes ont vraiment leur mot à dire. C'est pour ça on doit vraiment être présent dans ces genres de processus. Et la COP, ce n'est juste qu'une partie du processus. Ce n'est, pour moi, c'est peut-être 1% ou bien 2% de tout le processus. Parce que tout le processus, il faut déjà commencer au niveau local. Parce que quand nous parlons aujourd'hui du changement climatique, c'est beaucoup plus à l'échelle locale qu'il faut voir les effets d'abord avant de voir comment le monde entier peut vraiment trouver une solution pour mieux pallier à ces problèmes. Donc, les jeunes, je pense que nous travaillons beaucoup plus sur le niveau action communautaire et c'est en faisant cela qu'on peut vraiment mobiliser toutes les parties prenantes, surtout ceux qui sont vraiment en première ligne des effets néfastes du changement climatique, pour produire vraiment un plaidoyer qui tient compte de ces voix afin de mieux influencer nos politiques nationales et même internationales. Donc pour moi, je pense vraiment que les jeunes sont là et on ne doit pas faire sans nous. Il faut qu'on essaie de trouver notre place. C'est vrai, des fois, on ne nous associe pas aux initiatives, mais il faut que nous nous cherchions en fait pour pouvoir vraiment trouver notre place afin de mieux impacter et de changer les choses. Parce que si nous jeunes, on ne s'intéresse pas vraiment à ces politiques climatiques et on ne s'insère pas dans nos délégations au niveau national, on va souvent participer à la COP, mais qu'est-ce que ça change réellement? Or, pour moi, il y a d'abord le premier garant, c'est souvent le gouvernement. Et sans le gouvernement, tu ne peux pas prendre position pour pouvoir changer vraiment une politique. Donc, il faut forcément que nous travaillons de commun accord avec nos gouvernements, surtout pour montrer vraiment ce que la communauté à la base a besoin. Et beaucoup de gouvernements l'ont compris. Et par exemple, au Bénin, il y a le programme des jeunes délégués qui est lancé chaque année pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'associer à de tels cadres, de tels échanges et mieux participer au processus de prise de décision. Et il y a tout tout un lot d'alumni derrière ce programme. Et plusieurs pays aussi le font, comme le Burkina Faso, le Mali et plein d'autres pays. Donc, c'est très important que les jeunes soient au cœur des décisions liées au changement climatique, surtout parce que nous sommes le présent et
en même temps le futur. Et l'énergie que nous avons pourrait vraiment aider à vraiment changer les donnes et partager ce que nous voyons au sein de nos communautés, sans oublier aussi les femmes. Et donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Merci Ben, merci beaucoup pour votre réponse. J'allais dire que il faudrait travailler avec les gouvernements car c'est vraiment au sein des gouvernements qu'on peut franchement changer les choses. Je m'adresse à vous, Monsieur Yves, vous qui êtes négociateur au sein de UNPPOC et vous avez pas mal eu à échanger avec des jeunes au sujet des thématiques différentes par rapport au climat. Est-ce que, en tant que jeune négociateur, comment, selon ton expérience, tu as pu accéder aux espaces officiels des négociations climatiques? Merci beaucoup pour la parole et pour la question. Euh, je dirais que le processus de la COP, c'est tout un écosystème avec divers intervenants. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de participer euh, au COP euh, en tant qu'observateur parce que je travaillais beaucoup avec, j'étais impliqué dans Yungo et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi ceux qui pouvaient recevoir des badges pour accéder à la COP. Et ma première COP, c'était à Glasgow. Et, et vraiment, voilà, donc tu reçois cette invitation à participer, puis tu arrives à participer. Euh, mais c'est un écosystème qui je dirais, très intimidant parce que tu y arrives, tu crois que c'est juste une conférence, mais tu trouves il y a de milliers d'activités qui se déroulent là-bas. Et donc, et tout le monde semble savoir où il va et tout ça. Et moi, j'étais un peu perdu, mais c'était une expérience qui m'a permis de justement faire le constat de la nécessité peut-être d'apprendre et de recevoir euh, donc plus que juste participer, mais avoir des programmes d'entraînement qui puissent t'aider à saisir donc les opportunités qui sont là. Mais en tant qu'observateur, là, j'ai pu participer, mais il y avait des aspects de COP que je ne pouvais pas maîtriser. Et il y avait des négociations qui se déroulaient dans des salles, et tu vois des gens qui sont assis, ils discutent, ils prennent la parole les uns après les autres, ils parlent des choses compliquées les uns plus que les autres et tout ça. Et c'est vraiment difficile d'accès. C'est ce que j'aimerais adresser ici. J'ai eu la chance par après de participer à un programme de renforcement des capacités sur les négociations climatiques à travers du programme Climate Youth Negotiator Program. C'est un programme sur 6 mois qui nous a donné donc voilà toutes les connaissances sur la diplomatie, sur le processus de négociation, sur la collaboration, tel que mon ami venait de le dire, avec la délégation, comment est-ce que nous collaborons avec la délégation, et, et, mais aussi des explications sur les différentes thématiques qui sont sur la table de négociation, que ce soit sur la finance climatique, que ce soit sur l'adaptation et toute autre thématique. Donc, il y a des experts qui sont là pour justement essayer de rendre ça plus compréhensible et aider le jeune à être mieux préparé. Et donc, moi, je dirais que j'ai eu la chance de suivre ce programme et de participer cette fois-ci en tant que négociateur. Et c'est vrai qu'on continue à apprendre euh, euh, au fur et à mesure qu'on participe et tout ça, mais choisir déjà une thématique que tu vas suivre, c'est très important. Pouvoir s'informer sur tous les aspects de cette thématique, pouvoir contribuer aux discussions, pouvoir aider la délégation à mieux se positionner par rapport à la thématique. Tout ça, ce sont des aspects qui sont très importants. Et donc, moi, je dirais que c'est comme ça que j'ai pu accéder à ces espaces et tout en insistant sur l'aspect renforcement des capacités et voilà et tout ça. Mais donc, comme je le disais, à la COP, il y a vraiment, c'est tout un écosystème. Il y a
les gens qui sont là pour faire la plaidoirie, il y a les gens là qui sont là pour faire les négociations, il y a là qui sont pour bâtir des partenariats durables avec les entreprises et les initiatives. Donc, c'est tout un écosystème qui est là. Donc, il est très difficile de cadrer tout le monde dans la même boîte. Mais ce qui est important, c'est le but que nous avons tous là-bas d'apporter des solutions et d'essayer d'avancer pour que le monde puisse faire face au changement climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Donc, je comprends qu'il est important en tant que jeune de se former, car c'est la formation, c'est les connaissances qui nous donnent accès à ces espaces de négociation. Je reviens vers vous. Je viens vers vous, Madame Inès. Vous, en tant qu'experte en finances climatiques, beaucoup de jeunes, quand on va au COP, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi surtout aussi, c'est pour mobiliser des fonds pour mes projets. Et des jeunes ont vraiment beaucoup de projets qu'ils aimeront avoir des financements. Et parfois, on ne comprend pas vraiment ces thématiques de finance climatique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est vraiment la finance climatique? Ok, merci bien. Merci, c'est un honneur de me donner cette plateforme d'échange, d'expérience, d'écoute, de partage. Vraiment, c'est très enrichissant et c'est très onéreux de votre part. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, je vais commencer par une histoire vécue, bien sûr. Sur le chemin de retour vers le Burundi, lorsque je venais de la COP30 à Belém, à l'aéroport, j'ai rencontré des jeunes. Ces jeunes sont venus d'Afrique de l'Ouest. Nous avons beaucoup discuté et bon, à un moment donné, la conversation a tourné autour de la finance climatique. Ces jeunes m'ont dit, on parle souvent de la finance climatique, mais pour nous, en Afrique, c'est quelque chose d'abstrait. Ils me disaient qu'ils ne voyaient pas l'argent arriver dans leur communauté. Donc, pour moi, j'ai un sentiment comme ils disaient vrai. C'était la réalité au fait. Parce que aujourd'hui, 70% des financements climatiques mondiaux vont vers l'Asie. 70%. Tandis que l'Afrique reçoit moins de 20% au fait. L'Afrique reçoit 20% alors que c'est un continent le plus exposé aux impacts, aux effets néfastes du changement climatique. C'est là alors que j'ai répondu avec franchise que la finance climatique, donc, n'est pas magique et ne tombe pas du ciel. Que pour accéder au financement sur les projets d'adaptation, aussi sur les projets d'atténuation aux gaz à effet de serre, il nous faut une méthode, il nous faut une stratégie qui est claire. Vous avez dit comment on puisse accéder au financement climatique et qu'est-ce que la finance climatique? D'abord, pour l'accès à ces financements pour des projets d'adaptation, de résilience de nos communautés, mais aussi de réduction des gaz à effet de serre, qui est l'atténuation, il faut comprendre que les bailleurs, nos partenaires qui sont techniques et financiers, ne financent pas des individus isolés, mais ils financent des projets bien organisés, qu'on appelle souvent des projets bancables. Et là, vous pouvez bien sûr comprendre que si un jeune agit seul, ses chances de financement sont faibles. Mais quand les jeunes se regroupent dans des associations, par exemple, dans des coopératives ou des plateformes, en tout cas, vous comprenez que leur crédibilité augmente fortement. C'est pour ça que nous avons besoin de ces plateformes qui sont nationales ou régionales, comme cette plateforme qui est l'initiative des jeunes pour le climat et le développement nous a offert aujourd'hui. Il nous faut des plateformes d'échange, de partage d'expériences
pour vraiment porter nos projets climatiques ensemble et parler d'une seule voix en tant que jeunes burundaises, camerounaises ou africaines ou internationales, mais vraiment porter cette voix unique pour que nos projets soient crédibles ou qu'ils puissent vraiment lever les fonds climatiques d'une façon collective, mais aussi sûre. Une autre réalité que je peux partager avec vous, c'est que 80% des financements climatiques passent par les États, les institutions publiques, mais aussi les institutions privées. Ce qui veut dire que quand on parle en tant que jeunes, il faut aussi lever nos voix pour que nos projets soient inclus dans des politiques nationales, des ministères sectoriels, des stratégies nationales climatiques pour que aussi nos projets restent dans dans ce circuit de financement. Sinon, nous nous égarons si nos projets ne sont pas alignés aux priorités nationales, régionales, mais aussi internationales. Des projets qui sont beaucoup plus financés dans le cadre du climat, ce sont des projets qui sont liés à des solutions fondées sur la nature, des projets liés à des solutions fondées sur la nature. C'est par exemple l'agriculture résiliente, la protection des sols, la protection aussi, la restauration des ressources en eau, le reboisement, la gestion des déchets, mais aussi les énergies propres. Donc, ce sont des secteurs clés qui nous permettent vraiment de lever des financements climatiques parce qu'ils ont des impacts positifs, que ce soit sur le climat, mais aussi d'une manière générale sur l'environnement. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Inès, de nous faire comprendre qu'il faudrait être ensemble pour accéder au financement. Et je pense que les participants on peut voir et comprendre ce qu'est vraiment la finance climatique. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas vraiment à se connecter à cause d'une mauvaise connexion, mais la session est enregistrée et donc je demanderai aux intervenants de donner tout ce qu'ils peuvent car les participants pourront le réécouter encore car la session est enregistrée. Je vais m'adresser à vous, Crispus Danao. Est-ce que vous, qui êtes un homme de science, je dirais, comment est-ce que la science et la recherche peuvent-elles renforcer la voix des jeunes lors des événements internationaux comme les COP? Est-ce que quand on a une base scientifique par rapport, je ne sais pas si tu suis peut-être les recherches qui sont faites par les jeunes, mais est-ce que vraiment, comment est-ce que la science et la recherche peuvent-elles renforcer les voix des jeunes? Merci. Merci beaucoup, Abigail. J'espère que vous me recevez. Je vais en être dessus. Alors, vous me recevez? Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Oui, on te Super, reçoit. super. Merci pour la question. Déjà, la question est de savoir comment la science et la recherche peuvent-elles contribuer à renforcer la voix des jeunes lors des COP et en particulier peut-être à la COP 30. Je trouve que c'est une question vraiment importante. C'est une question vraiment importante dans le sens où, comme mes précédents l'ont dit, quand on va à la COP, c'est tout un monde et chacun sait c'est chacun qui sait ce qu'il va faire. Il y a là où on doit faire des plaidoiries, les side events et beaucoup d'autres choses. Et de manière générale, le regard qui est posé sur les jeunes aujourd'hui, c'est malheureux, c'est beaucoup plus un regard d'activistes, c'est beaucoup plus un regard des gens qui viennent à la COP pour demander. Et c'est un peu malheureux
parce qu'on ne voit pas que derrière la jeunesse, il y a une compétence à mettre en valeur. Je pars d'un simple exemple pour pouvoir répondre à la question. Durant la COP30, j'ai participé à à un panel sur la finance climat. Mais à ma grande surprise, ce que j'ai remarqué est que le modérateur me donnait la parole en dernière position. Il passait sur tous les autres panélistes et il venait chez moi en dernière position et j'avais l'impression qu'il insistait pour que je parle vite. Et après l'une de mes interventions, c'est la remarque qu'il a eu à faire qui a davantage attiré mon attention. Il dit, donc, chers partenaires, vous entendez, les jeunes sont là, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'argent pour pouvoir mettre en place les projets. C'est à croire que les jeunes viennent à la COP pour demander de l'argent. C'est à croire que les jeunes viennent seulement pour faire de l'activisme, alors qu'il y a une compétence dont les jeunes disposent et qu'il faut mettre en valeur. Là, je m'adresse de manière générale aux jeunes, c'est parce que c'est à nous de changer les choses. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'être des activistes. Il faut dire que être activiste aussi, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de jeter l'un par la fenêtre et de prendre l'autre, mais c'est l'équilibre qui est souhaité, la complémentarité entre la connaissance du domaine dont on parle et le côté activiste, le côté plaidoirie. Il faudrait qu'il y ait d'équilibre entre les deux. Il faudrait que ça ne soit pas déséquilibré. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la science aujourd'hui, la science, d'abord, elle permet de transformer l'engagement de militants qu'on a en une argumentation fondée sur des preuves. C'est-à-dire, si vous assistez par exemple à un panel et un jeune, lors de la COP, va sur des preuves de manière concrète, ce n'est pas qu'il est parti chercher des données sur Google, ce n'est pas qu'il est parti chercher des données sur ChatGPT, mais part sur des preuves de manière concrète des activités scientifiques qu'il a eu à faire, ou bien que ses pairs ont eu à faire, et dont il a connaissance. Quand il part de là, il justifie ce qu'il est en train de dire. Ça donne beaucoup plus de poids. Ça permet de transformer juste cet engagement de militant qui est un engagement simple. Ça permet de transformer ça en quelque chose de plus concret et de plus palpable en effet. Il faudrait que les jeunes puissent passer à cela, qu'on cesse en fait d'aller juste récolter quelques informations sur Google, d'aller récolter juste quelques informations dans les webinaires et déjà de s'auto-proclamer défenseur de l'environnement. Il y a quelque part où le bas blesse et qu'on est en manque d'informations. Je donne un exemple. Je m'étais retrouvé à une conférence, c'est pas la COP, c'est une autre conférence sur le climat dans un autre pays. Et pendant cette conférence, il y avait des collègues béninois, il y avait des compatriotes béninois qui étaient là. Et nous étions dans une session. Quand un compatriote béninois s'est levé et il voulait parler, il a dit, par exemple, chez nous au Bénin, il n'y a pas vraiment des forêts, il n'y a pas vraiment des activités qui ont rapport avec les forêts. Et puis il était sérieux, il parlait d'un très sérieux, il défendait ça, et ce qu'il disait. Mais à la limite, j'étais choqué parce que moi, je suis béninois. Je suis ingénieur forestier, je suis scientifique et je travaille beaucoup avec les forêts. Donc, quand un compatriote à moi qui se déclare activiste a dit dans un séminaire international qu'il n'y a pas de forêt au Bénin, ça, je suis choqué. Je me suis dit qu'il y a quelque part où le bas blesse en fait. Les jeunes sont en train de se ranger beaucoup plus sur le côté activiste au lieu de s'équilibrer, au lieu d'aller à la source de l'information. Et l'une des sources crédibles de l'information, c'est la science. L'autre chose, la science, ça permet de rendre crédible ce que les jeunes peuvent aller présenter comme argumentation et autres à la COP. Ça permet de rendre ça crédible, ça permet de donner de l'influence et ça permet de savoir que les jeunes maîtrisent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas juste venus aller collecter des informations pour pouvoir parler, mais ils sont partis à la source de ce qu'ils sont en train de dire. Et de l'autre côté, ça permet de donner aussi du poids aux revendications. Ce n'est pas des revendications qui se basent sur peut-être des on-dit, telle personne a dit telle chose, alors moi-même j'irai pour revendiquer. Du coup, si je vais résumer, la science doit donner vraiment du poids à ce que les jeunes sont en train de... aux interventions des jeunes lors des conférences, des grandes conférences comme la COP et autres. Et il faudrait que le regard que les gens jettent sur la jeunesse, que ça cesse d'être des regards uniquement d'activistes, uniquement de militants, mais des gens qui ne maîtrisent pas le fond. Parce que non seulement savoir ce qu'on est en train de dire, ça donne du poids,
mais c'est aussi une manière de contribuer. On ne contribue pas seulement en étant activiste, mais on peut contribuer en étant scientifique, en étant en allant à la source de l'information, à la source de la connaissance et mener des recherches. Et je peux vous dire, pour le peu d'expérience que j'ai dans le domaine scientifique, dans le domaine de la foresterie, lorsque je me retrouve dans des sections où on discute de certains nombres de choses, j'ai beaucoup plus de la facilité à comprendre. Et si je dois intervenir, je ne fais pas des interventions qui partent de nulle part. Je peux partir sur des interventions qui partent de ce que je dis. Je donne un exemple très simple. J'ai dit dans la présentation tout à l'heure que je m'intéresse beaucoup plus aux questions de carbone et j'ai fait des activités, j'ai fait des travaux scientifiques liés au carbone. Donc, me retrouver dans une session où on parle de l'article 6 qui a un rapport avec les carbones, j'ai une vue beaucoup plus large sur les interventions. J'ai une vue beaucoup plus fondée, scientifiquement parlant. Donc, mes interventions ne seront pas des interventions qui vont sortir de nulle part, mais qui partent non seulement des activités que moi-même j'ai eu à faire. J'ai été au laboratoire, j'ai fait des activités, j'ai été en forêt et j'ai vu des choses. Et j'ai aussi lu des rapports. Du coup, ça donne une vue beaucoup plus globale. Je ne vais pas beaucoup tergiverser sur la question. C'est juste pour dire que la science est vraiment importante. Je ne suis pas en train de jeter le tort sur les activistes, non. La science et l'activisme, ça doit être complémentaire pour que la voix des jeunes puisse être davantage mieux portée. Merci. Merci, Chris. Je pense, toi, déjà, tu es un scientifique de formation, mais pour les jeunes qui sont vraiment passionnés par la lutte contre le changement climatique, mais ils n'ont pas fait, par exemple, des études scientifiques comme toi, mais qui sont vraiment passionnés, quels conseils ou comment est-ce que ces jeunes-là peuvent collaborer avec les institutions de recherche internationaux? Ah, d'accord, merci beaucoup. Je vais rebondir rapidement sur cette question. C'est vraiment important parce que ça m'a donné l'impression que je suis en train de parler seulement pour les scientifiques ou comme si je suis en train d'inviter tous les jeunes à aller faire des domaines scientifiques, à aller se mettre dans des laboratoires, à chercher à faire une thèse comme ce que je suis en train de faire, ou bien, non, ce n'est pas forcément ça. Que ce soit au niveau national ou bien au niveau international, il y a un moyen, il y a des méthodes pour les jeunes pour pouvoir quand même s'engager dans le domaine scientifique et pouvoir aller à la source de l'information. Déjà, au niveau national, partons au niveau national, il faudrait que les jeunes aillent à la source de l'information. Et quand on parle de la source de l'information, il y a beaucoup de choses qui s'organisent dans nos pays aujourd'hui. Je vais donner l'exemple du Bénin, je vais donner l'exemple du Brésil où je vis. Il y a des choses qui s'organisent où les jeunes peuvent aller et acquérir de la connaissance. Il y a de cela 3 semaines ici, a été organisé au Brésil une semaine scientifique sur tout ce qui a rapport avec les changements climatiques. Il y avait plusieurs thématiques et c'était ouvert au grand public. Je pense que c'est déjà les jeunes peuvent déjà s'intéresser à ce genre de choses pour aller prendre de la connaissance. Partons déjà même de là. Au Bénin, il y a des choses comme ça qui s'organisent aussi. Je peux citer des choses comme les écoles d'été que des laboratoires peuvent organiser, des universités peuvent organiser. Même le ministère en charge du cadre de vie et de développement organise des conférences au Bénin, je parle bien du Bénin, sur tout ce qui a rapport avec le climat. Et ce sont des conférences au cours desquelles des données scientifiques sont données ou des connaissances scientifiques sont libérées en effet. En effet, donc les jeunes peuvent s'intéresser à ce genre de choses. Et pour aller au-delà de cela, aujourd'hui, ce n'est pas forcément qu'il faut aller s'asseoir dans un laboratoire pour acquérir de la connaissance scientifique. Il y a des formations de courte durée en ligne, comme les MOOC, comme beaucoup d'autres choses qui sont données par des organisations, que ce soit au niveau national, mais au niveau international, comme l'UNICEF, mais l'ONU. Il y a beaucoup de formations de courte durée qu'ils donnent. Il y a même des formations au bout desquelles il y a des certifications qui sont données, où les jeunes peuvent aller acquérir de la connaissance scientifique. Ils peuvent aller se mouler dans les sources scientifiques. Et aujourd'hui, chaque année, il y a quelque chose qui s'organise. En Ouganda, ils appellent le Tropical Biology Association, qui organise chaque année des cours de terrain. C'est des cours de manière pratique sur le terrain où on ne vous exige pas forcément d'être scientifique ou participer à ces genres de choses. Mais c'est des cours de terrain qui peuvent permettre d'acquérir des connaissances scientifiques dans le domaine de la foresterie, de la biodiversité, du changement climatique et de beaucoup de choses sans forcément être scientifique. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes
de se former et de pouvoir collaborer, que ce soit avec les organisations au niveau national ou bien international, sans forcément avoir suivi un parcours rigoureux de scientifique. Et qu'est-ce que je dirais même si cela n'est pas possible, bien si cela est possible, et c'est possible du moins de pouvoir suivre une formation scientifique, pourquoi ne pas le faire? Parce que l'école, il n'y a pas d'âge limite. Donc, l'essentiel, c'est d'aller à la formation et de se former. Merci. Merci, Chris, pour ces précisions. Maintenant, je vais aller vers Miss Elodie, et j'aimerais la poser une question, puisque je ne sais pas si c'est sa première fois à participer à la COP. Et beaucoup de jeunes, quand ils voient d'autres jeunes participer à la COP, ils ont comme habitude de se demander comment ils ont fait. Est-ce que, d'après ton expérience, comment est-ce que les jeunes peuvent-ils avoir des opportunités de participer dans ces genres de discussions internationaux comme les COP? Oui, Elodie. Bonsoir. C'est ma Rebonsoir. toute première fois de participer à la COP, effectivement, donc à la COP 30 à Belém au Brésil. C'est une opportunité qui m'a vraiment surpris parce que au mois de septembre, octobre, novembre, donc au mois d'octobre, je ne savais pas que j'allais participer à la COP, pour la petite histoire. Donc, étant activiste au sein de mon pays et étant engagée dans les ONG et tout ça, je mène plusieurs activités. Et c'est au travers de ces activités-là que j'ai pu saisir cette opportunité. Je suis entrepreneur vert et j'ai été invitée pour parler des problèmes des jeunes durant un événement des Nations Unies. C'était le Youth Leadership. Et c'est en donnant mes compétences, en posant des problèmes des jeunes que j'ai pu captiver l'attention des personnes qui étaient là, notamment d'une agence du système des Nations Unies. Par la suite, le processus s'est fait et j'ai été envoyée à la COP comme par enchantement. Donc, un jour, vous êtes au Gabon et puis le lendemain, vous vous retrouvez au Brésil, comme ça. Donc, c'est pour dire aux jeunes de beaucoup s'impliquer et s'intéresser aux questions de changement climatique, notamment préservation de l'environnement. Donc, à part le fait d'aller à l'école, parce que j'ai un master en gestion des entreprises et organisations, j'ai une licence assistant manager, je suis également entrepreneur, je suis dans les ONG comme je citais auparavant, donc je suis secrétaire générale à l'ONG Action du Cœur où nous menons des actions sociales et également des actions de préservation de l'environnement, donc replanting de la mangrove, sensibilisation. Et dans l'ONG Action du Cœur, je suis responsable de sensibilisation et développement durable. Donc, tout ce qui est sensibilisation me concerne, je dois être outillée. Donc, du coup, je rejoins le frère qui dit qu'il y a des formations en ligne. Donc, je fais beaucoup de formations en ligne. On a des formations données gratuitement par Objectif 2030, si je me rappelle bien. Donc, ce sont des CLOM. Et on a des MOOC qui sont disponibles chaque année. Et je me suis rendu compte que cette année, j'ai fait 2 fois la formation de l'IFTD en négociation climatique. Donc, je l'avais déjà fait en 2024 et je l'ai encore fait en 2025. C'est après avoir fait le certificat que je me suis rendu compte que j'avais déjà cette formation-là. Donc, je peux dire de l'engagement des jeunes, de pouvoir s'intéresser aux questions-là, de pouvoir travailler, de pouvoir s'impliquer dans la préservation de l'environnement, mais aussi faire valoir ses compétences et savoir saisir les opportunités. Ça, c'est très important. Vous pouvez être à un endroit et l'opportunité est là, mais vous ne pouvez pas la saisir. Et j'ai su saisir l'opportunité d'aller à la COP. Merci beaucoup, Audie. On a beaucoup parlé des formations, de se former, qu'on a besoin de connaissances. Et j'aimerais revenir à Marie pour
demander est-ce qu'il y a quelles compétences clés, comme les prédécesseurs ont déjà dit, c'est formé. Est-ce que donc quelles compétences clés une femme doit-elle développer pour s'imposer dans les négociations climatiques? Marie? Alors, merci une fois de plus, Abby, pour la parole donnée. Merci pour la question. Je pense que c'est très important aujourd'hui, lorsqu'on parle des négociations climatiques, de revoir le volet formation. Pourquoi je dis formation? Parce qu'il faut bien se dire que lorsqu'on va, par exemple, sur l'étape des négociations, il faut qu'on... Marie? Je pense qu'on a perdu Marie. Je pense qu'on va continuer avec Madame Inès. J'aimerais la demander, en tant qu'experte Vous en finance m'entendez? climatique. Oui, on Vous te reçoit, m'entendez? Marie. Oui, on t'entend maintenant. Allô? Allô, oui, on te reçoit, Marie. Ok, désolé, la connexion est un peu dérangeante de mon côté. Alors, je disais que lorsqu'on parle du processus des négociations climatiques, notamment pour les jeunes, qu'il s'agisse des jeunes et particulièrement des jeunes femmes, je pense que la question de formation revient toujours. Et comme j'aime toujours le dire, on ne peut pas aller s'asseoir sur les tables de négociation, espérer comprendre les discussions si on n'a pas le minimum de connaissances, notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance climatique, la gouvernance mondiale. C'est très important parce que c'est ça qui régit en fait les négociations climatiques. Donc, en tant que jeune, si je vais à la COP, ou bien comme on était à la COP 30, là, je vais m'asseoir dans une salle de discussion, je ne sais pas ce que c'est que les politiques climatiques internationales, je ne sais pas le cadre juridique, institutionnel, alors je cours dans le sac. Donc, je pense qu'il est important pour tout jeune qui sera à la COP de comprendre les mécanismes de gouvernance climatique mondiale. Ça veut dire les institutions qui régissent, qu'il s'agisse de la Convention cadre des Nations Unies, la COP 30, en fait, quels sont les différents enjeux? Et à côté de ça, il y a les politiques climatiques. Et dans les politiques climatiques, nous avons bien évidemment l'adaptation, l'atténuation et il vient de s'ajouter la question de finances climatiques qui est vraiment capitale aujourd'hui. Et comme le disait le frère, il ne faudrait pas que la communauté africaine, notamment les jeunes, partent à la COP, on a toujours l'impression qu'on part commander ou bien qu'on part demander. On a de la matière grise, on a quelque chose à apporter en matière de connaissance. Donc, si la connaissance n'est pas là, on ne peut pas avancer. Alors, je pense qu'à cela vient s'ajouter les prises de parole stratégiques. Je pense que tout jeune leader, les questions de plaidoyer, on doit avoir les prises de parole stratégiques. Ça veut dire que je vais prendre la parole, je dois impacter, même avec mes premières phrases. Donc, il y a également la capacité à produire des arguments fondés sur les données. Et je reviens en ce que Christophe disait tout à l'heure, la science donne le poids. Donc, et lorsqu'on dit la science donne le poids et la recherche viens éclairer, c'est parce qu'on a besoin de s'appuyer sur un certain nombre de données. Ça veut dire que si je dois défendre un argument, je dois m'appuyer sur les données ou bien les études qui ont été faites auparavant ou bien une étude que moi-même je mène euh, euh, sur le terrain et m'appuyer dessus pour donner un poids à ce que je dis. Donc, et à côté de ça, comme on va beaucoup le dire aujourd'hui, on parle de de résilience, on parle de conscience en soi, tout ça rentre dans le développement personnel. Je pense que c'est également des positifs dans des espaces parce que qui ont beaucoup à dire
pas la possibilité, qui ont peur de prendre la parole en public. Donc, alors, comment je peux défendre mon point de vue si déjà je n'arrive pas à prendre la parole en public, si je ne peux pas m'exprimer devant mes pairs et tout. Donc, pour moi, c'est des questions capitales sur lesquelles les jeunes devraient travailler, les jeunes qui veulent se rendre à la COP devraient y travailler. Maintenant, pour les jeunes femmes encore, je ne peux pas partir à la COP si je ne connais pas les réalités des femmes de ma communauté. Là, c'est très important. Je ne veux pas négocier sur l'adaptation, sur les questions d'atténuation, mais honnêtement, ma communauté, quelles sont les réalités, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui. Et je pense pour moi qu'il est très important de faire une sorte de rapprochement entre les changements climatiques et le contexte avec les femmes. Donc, ça veut dire quoi? Quand je pars pour parler d'adaptation, je dois avoir les chiffres. Dans ma communauté, ou bien dans une communauté, par exemple, au Burundi, il y a tel nombre de femmes en cette année 2025 qui ont été affectées, qui ont été touchées par les effets du changement climatique. Et c'est ça qui donne le poids, c'est ça qui nous donne la force de défendre, de mener vraiment les plaidoyers, de porter les plaidoyers. Si on n'a pas connaissance de tous ces enjeux-là, vraiment, moi je dis, on part se balader. Et pour ma petite expérience, comme j'aime bien le dire, l'année dernière, j'étais à la COP et honnêtement, j'avais l'impression d'être partout et nulle part. Donc, ça veut dire, on te dit, il y a telle discussion qui se passe actuellement sur l'atténuation, tu veux partir, il y a les pertes et préjudices, tu veux partir, mais c'est avec le temps que tu comprends que tu dois te définir une feuille de route claire. Alors, tu te dis, moi, j'ai mon projet WOCA Women in Climate Action qui vise à promouvoir les femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, ça touche la thématique genre et adaptation. Alors, voilà ce sur quoi je vais bosser quand je pars à la COP. Donc, c'est un peu ma petite expérience et je pense que beaucoup l'ont dit en amont. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci de nous faire comprendre que faut avoir un calendrier à soi qui est fixe pour ne pas aller errer dans les événements internationaux. Je reviens vers vous, Inès. Est-ce que pensez-vous que cette COP30 a été particulière pour les jeunes, notamment en ce qui concerne l'accès et la place qui leur ont été accordées dans les discussions, que ce soit sur la finance climatique, même d'autres politiques climatiques nationaux ou même internationaux? Oui, Inès? Oh, pardon. Donc, je disais que pour moi, l'expérience que j'ai vue à la COP30 par rapport à l'accès au financement, d'abord, la COP30 a été, bon, pour moi, la COP30 a été particulière pour les jeunes. Bon, non pas parce que les jeunes ont tout obtenu, au fait, mais parce qu'ils ont réussi à faire entendre leurs priorités. Et là où les décisions quand même financières se prenaient. Comme Madame Marie-Claire vient de le dire, les jeunes sont parmi les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Certaines régions connaissent des sécheresses prolongées, d'autres les inondations, bien sûr qui amenuisent les moyens de subsistance de nos jeunes. Mais aussi, grâce à ça aussi, les jeunes connaissent aussi du chômage climatique. Donc, tout ça, ce sont des impacts, des conséquences qui affectent nos jeunes, mais aussi les communautés locales. Mais je peux dire qu'à la COP30, les jeunes ont pu vraiment, on fait un plaidoyer constant sur comment le fonds pour les pertes et dommages puisse bénéficier aux communautés qui sont les plus vulnérables par rapport aux autres. Donc ça, c'est un grand pas. La personnalisation effective du fonds pour les pertes et dommages. Donc, pour moi, ce plaidoyer est important
car il met un lien fort, comme je peux le dire, un lien fort entre la justice climatique, mais aussi les réalités vécues par nos jeunes africaines et qui sont la plupart, bien sûr, dans les pays en développement. Mais aussi, ce que je peux dire aussi, c'est un grand pas qui est lancé par le pays hôte, le Brésil, l'ouverture du Tropical Forest Forever Facility, qui est un mécanisme nouvel lancé à la COP30 qui vise à soutenir les pays ou les communautés qui ont une performance positive sur la gestion et la restauration des forêts. Vraiment, c'est un grand pas. En tant que jeunes, et comme je l'ai vu ici, nous sommes beaucoup de jeunes qui sont dans le bassin du Congo. Donc, que cette plateforme d'aujourd'hui nous serve de pont ou bien de commencement pour voir comment vraiment rendre ce financement, ce fonds opérationnel dans nos pays. Parce que, comme vous le savez, le bassin du Congo, c'est un poumon majeur pour la séquestration du carbone. Donc, ça, c'est un autre pas franchi sur Tropical Forest Forever Facility. Donc, un autre point clé lancé à la COP30, c'est l'ouverture et le renforcement des plateformes nationales sur le climat. Donc, ces plateformes permettent ou permettront, pour ceux qui n'ont pas encore ces plateformes, permettront aux jeunes de pouvoir vraiment collaborer, mais aussi construire ces projets, mais aussi faire remonter des priorités des communautés locales, bien sûr vers les échelons hauts, bien sûr les décideurs, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Mais l'autre cas que je peux dire par rapport aux aspects qui ont marqué la COP 30 pour moi un peu spécial, c'est l'émergence des partenariats autour du marché carbone. Notamment, il y a des jeunes qui développent des projets dans l'agriculture durable, dans le reboisement, dans la gestion des déchets, dans les énergies renouvelables à petite échelle. Donc, tous ces projets montrent que le marché carbone, s'il est bien encadré, peut être un outil de financement pour des initiatives locales portées par les jeunes. Et à part ça aussi, il y a aussi des mécanismes de financement multilatéraux, mais aussi des institutions multilatérales comme la BAD, le GF, le GCF, qui vraiment financent, qui ont des financements, des fenêtres de financement des projets pour les jeunes. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première réponse, il nous faut nous mettre ensemble, vraiment mettre ensemble nos initiatives afin que nos projets aient une plus grande bancabilité et qu'ils puissent vraiment porter haut nos projets pour être financés. Merci. Merci beaucoup, Madame Inès. Vous parlez précisément des opportunités que cette COP30 avait donné ou peut donner. Et j'aimerais demander à Monsieur Yves, est-ce que vraiment vous pensez, vous pourrez répondre à cette question, vous pensez qu'il y a des opportunités, de nouvelles opportunités exactement qui se sont créées pour les jeunes Africains, que ce soit dans le domaine d'énergie verte dans lequel vous travaillez ou même dans un autre domaine. Vous pensez que cette COP30, il y a eu des nouvelles opportunités, que ce soit des opportunités de financement, des formations, de quoi, qui se sont créées grâce à cette COP30. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais qu'il y a des opportunités qui ont été créées pour la jeunesse. Encore une fois, c'est à la jeunesse
de saisir les opportunités. C'est à nous, en tant que jeunes, de vraiment s'imposer, saisir ces opportunités. Et là, j'aimerais insister sur le travail. Donc, dans le pays, la collègue qui était en train de parler de mieux maîtriser le contexte de son pays, et de parler des femmes, de la région, les défis qu'il y a et les solutions qui peuvent être proposées. Mais là, j'aimerais aussi porter peut-être une plus grande contribution pour dire travailler sur des documents stratégiques et comment est-ce que les jeunes vont contribuer, par exemple, dans la définition des NAPS, des National Adaptation Plans, mais aussi comment est-ce que les jeunes vont définir aussi au niveau des indices. Comment est-ce que les jeunes ils vont contribuer, ils vont donner leurs idées, quelle sera leur part dans l'implémentation. Et tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce qu'à la COP, nous avons vu qu'il y a des avancées avec l'adaptation, avec le triplement des financements sur l'adaptation. Et qui vont apporter ces innovations? Qui vont apporter ces innovations? Qui vont apporter ces solutions? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse avec de nouvelles perspectives qui vont pouvoir implémenter tout ça. Nous avons vu des progrès sur le Just Transition avec nos pays qui insistent pour avoir justement ces fonds et ces moyens pour justement assurer une transition qui soit juste. Mais tout ça, c'est basé sur l'innovation, c'est basé sur le financement des solutions. Et c'est là que je pense que la jeunesse a un très grand rôle à jouer et que je crois que donc il y a vraiment quelque chose qui est ressorti pour la jeunesse, pour justement avec la COP 30. Et j'aimerais dire que pour la jeunesse, il faut qu'il puisse être proactif dans la définition des plans nationaux, mais qu'il puisse donc être proactif aussi dans l'implémentation et dans la mobilisation des fonds pour que nous puissions tirer profit pleinement des opportunités qui sont là. À part ça, donc, il y a des initiatives qui arrivent à mobiliser de l'argent, notamment sur le domaine de l'énergie avec la mission 300. Ce sont des fenêtres de financement qui sont là pour les projets sur l'accès à l'énergie, avec une ambition de vraiment porter un accès à l'énergie, vraiment à plus de personnes, surtout à 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique subsaharienne. C'est une initiative qui est là, mais pour un jeune, par exemple, burundais qui serait en train d'écouter, il y a aussi donc la nouvelle, je crois, la nouvelle stratégie sur l'énergie qui est en place, qui est là-bas. Il faudrait aller consulter ces documents. Ce sont des documents qui sont très intéressants. L'année passée, j'ai eu la chance de travailler avec le ministère de l'Énergie. Et vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a des initiatives à bâtir, à construire pour, euh, pour justement porter plus loin l'impact. Merci beaucoup. Vous me recevez? Oui. Ah oui, 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 on te reçoit. Ah, donc j'étais mute. Je ne savais pas, j'étais un peu mute. Je disais merci, Monsieur Yves, pour ce riche partage. Vous nous avez un peu partagé ce que la COP 30 a donné comme opportunité, et surtout dans le domaine de l'énergie. J'aimerais que Rachad puisse un peu rebondir et nous dire que les opportunités que la COP 30 aussi a pu donner ou qu'il pourra donner dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de faire du buzz dans notre génération. Mais comment est-ce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle à la lutte contre le changement climatique? 2 minutes ou 1 minute, Rachad. Bon, je n'ai pas vraiment compris la question. Ah, vous n'avez pas compris la question? Oui, je n'ai pas compris.
Oui, je disais au fait, vous qui êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment quelque chose qui est en train je sais pas, de monter dans notre génération. Est-ce que, comment est-ce que l'IA peut contribuer peut-être à l'adaptation ou à une agriculture plus avancée, mais aussi, y a-t-il des opportunités auxquelles les jeunes peuvent s'identifier, mais qui lient directement l'intelligence artificielle à la lutte contre le changement climatique? Ok, je pense que c'est une grande question et si je dois vraiment développer cela, ça peut prendre au moins 30 minutes. Mais je vais juste faire court. Mais en attendant d'aborder cette question, je vais revenir un peu sur la question de la science dans les changements climatiques. Déjà, au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a le IPCC qui travaille sur beaucoup l'aspect scientifique. C'est pour pouvoir vraiment prouver que sur les recherches qui sont faites, il y a beaucoup de choses, d'enjeux liés au changement climatique et chaque année, des rapports sont développés dans ce sens. Donc, ça serait difficile de demander aux jeunes d'être tous scientifiques en fait, parce que quand vous voyez bien comment les choses se passent dans l'écosystème, chaque partie prenante a sa place en fait. Il y a le gouvernement qui est là, il y a le privé, les sociétés privées, il y a aussi les banques qui ont leur place, il y a la société civile, il y a aussi les universitaires. Et c'est là que viennent beaucoup les chercheurs et aussi la IPCC. Donc, quand vous regardez aussi par exemple, dans nos délégations, les choix sont faits aussi souvent comme ça. C'est vrai, ils viennent tous du gouvernement, mais il y a souvent des profils très scientifiques qui accompagnent la délégation. Ceux-là viennent souvent des universités. Et c'est tout un écosystème. Et c'est pourquoi on parle de multilatéralisme, en fait. Et on doit travailler ensemble. On ne peut pas demander à tout le monde de devenir scientifique pour ça. Moi, je suis dans le domaine de la science, bien vrai. Et c'est vrai, pour pouvoir vraiment appuyer certains faits, on justifie ça avec, il faut vraiment avoir des données scientifiques pour pouvoir le justifier. Et c'est sur cela même que se basent les négociations. Tout ce qu'on fait à la COP, c'est basé sur des données scientifiques. Et vous allez aussi constater que lors des panels ou bien lors des meetings, opening meetings, il y a souvent tous les profils qui sont invités, quoi, pour pouvoir faire représenter chaque voix. Et il y a le gouvernement qui est là, la société civile, le privé et aussi d'autres acteurs. C'est pourquoi même, depuis un certain temps, on a essayé d'inventer genre, une place forcément aux jeunes, en fait. Je ne sais pas comment. Sinon, on classait les jeunes dans la société civile, genre dans la partie ONG. Mais vu ce que nous faisons, vu ce que nous apportons comme contribution, on nous a créé une place carrément, quoi, dans, comment je dis, dans tout l'écosystème accompagné du gouvernement, la société civile, les privés, les banques. Donc, il faut essayer de faire en sorte que toutes les parties prenantes soient représentées, même les universités. Et le même débat, on le fait aussi dans la gouvernance du numérique, la gouvernance de l'Internet. Et il faut vraiment que chaque partie prenante soit représentée pour que les débats soient vraiment fructueux et aboutissent. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la question liée à la science que Crispus avait répondu. Je suis d'accord, mais tous, on ne peut pas être du côté du sens. Il faut un travail complémentaire, en fait. On ne peut pas demander scientifique, en fait. Donc, pour revenir un peu maintenant à ma question concernant la technologie. Bon, il faut voir la technologie sur plusieurs volets. C'est vrai, on parle de changement climatique, c'est un problème qui mène sur plusieurs aspects de la vie. Et aujourd'hui, les technologies, il faut les prendre comme des outils qui permettent d'aller plus loin. Et quand nous prenons les changements climatiques, il y a plusieurs volets. Déjà, quand nous prenons l'adaptation, il y a plusieurs technologies qui peuvent être utilisées pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et quand nous prenons le volet adaptation aussi, c'est là que viennent l'agriculture,
beaucoup d'autres choses. Et il y a plusieurs technologies qui sont développées dans ce sens. Maintenant, quand vous allez aussi au niveau de la résilience, plusieurs technologies peuvent être développées dans l'intelligence artificielle dans ce sens. Dans le côté aussi atténuation, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont développées pour pouvoir capter les CO2, ou bien pour pouvoir même réduire déjà l'émission des gaz à effet de serre. Déjà, lors de la conception de plusieurs appareils, il faut essayer de limiter l'émission des gaz à effet de serre grâce à cette technologie. Donc, la technologie est transversale et elle peut s'appliquer partout quand on parle des changements climatiques. Mais une chose est sûre, il faut s'assurer de l'utiliser à bon escient pour ne pas créer plus de problèmes là où on en a. Et aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet de limiter les travaux fastidieux par le passé. Et il faut savoir aussi l'utiliser pour ne pas créer d'autres problèmes. Donc, c'est très important d'utiliser ces nouvelles technologies comme des outils et non comme des robots en fait. Robots en fait. Et aujourd'hui aussi, le gouvernement du Canada, depuis un certain temps, travaille sur un projet qui permet l'utilisation de l'IA dans les négociations climatiques. Il y a un personnage qui est IA qui permet déjà au pays de se préparer pour aller dans les négociations. Vu l'historique des négociations qu'ils ont eu par le passé, les décisions qui ont été abordées. Dans ce projet canadien, on travaille beaucoup plus à l'utilisation de l'IA pour pouvoir mieux proposer des solutions idoines lors des négociations climatiques. De la même manière, le gouvernement allemand travaille aussi sur un projet pareil. Ils ont un outil d'IA qui permet au pays de pouvoir vraiment se préparer pour les négociations. Donc, l'utilisation de l'IA, l'utilisation de la technologie est vraiment transversale, que ce soit l'adaptation, l'atténuation, la résilience et bien aussi au niveau des négociations climatiques, en fait, pour pouvoir vraiment aider les négociateurs à mieux se préparer par rapport à, aux négociations climatiques. Et vous savez, si vous êtes nouveau, vous venez genre dans cette sphère des négociations, même aujourd'hui, il y a des thématiques sur lesquelles on ne peut pas suivre toutes les thématiques. C'est pourquoi on se spécialise sur un ou deux. Et si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez vous baser sur ces outils que le Canada ou bien l'Allemagne se développent pour savoir un peu le résumé de ce qui s'est passé par le passé dans cette thématique, quelles sont les décisions qui ont été prises, qu'est-ce que chaque partie a dit. Parce que pour pouvoir avoir toutes ces informations, ça va prendre du temps. Mais avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à tout cela résumé et mieux comprendre comment mener aussi les négociations. Et pour finir, je dirais aussi que quand nous parlons du changement climatique, il y a atténuation, résilience et adaptation. Mais on parle aussi d'ACE, genre comment vraiment le côté éducation que beaucoup de mes collègues ont déjà abordé. Mais il faut noter que la technologie vient aussi comme outil de mise en implementation. Bon, j'ai oublié le mot en français. Bon, la technologie vient comme mean of implementation, moyen d'implémentation. Donc, pour aider à la mise en œuvre de projets, en fait, et surtout aussi pour le renforcement de capacité. Donc, il faut aussi prendre la technologie sur ce volet, l'IA et la technologie sur le volet renforcement de capacité et mise en application. Non, mise en implementation. OK. Là, pour la mise, bon, je ne retrouve pas le mot en français, mais je voulais dire juste utiliser la technologie pour capacity building et aussi mean of implementation pour la mise en œuvre des projets. C'est le bon mot, pour la mise en œuvre des projets. Donc, c'est ce que je vais dire. Pour résumer, je vais dire technologie pour renforcement de capacité, technologie pour la mise en œuvre des projets et aussi utiliser pour l'atténuation pour pouvoir réduire l'émission des gaz à effet de
c'est depuis la source, utiliser pour l'adaptation et la résilience pour pouvoir mieux vraiment s'adapter. Et là, c'est là on peut parler d'agritech et mieux vraiment répondre aux effets du changement climatique et mieux se préparer. Et aussi pour les prévisions, c'est pourquoi les données météorologiques sont là. Et avec l'IA aujourd'hui, beaucoup de choses sont améliorées dans la météo et tout. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je vais dire rapidement. Ça a été plus long que prévu, mais si je devais plus développer, ça va prendre plus de temps. Merci beaucoup, Ben Rachat, pour ce partage. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent lever la main ou écrire dans le chat. En attendant, je vais donner la parole à Elodie, juste pour une minute. Elodie, tu es là? J'aimerais te... Oui, tu es là, je t'ai vu. J'aimerais te poser une question, toi qui travailles dans le milieu de sensibilisation de jeunes, de la mobilisation. Est-ce que c'est vraiment, c'est toujours facile ou comment est-ce que motiver les jeunes à s'engager durablement dans l'action climatique, sachant que vous avez travaillé avec plusieurs organisations, parfois les jeunes peuvent, quand il n'y a pas des perdièmes, quand il n'y a pas des choses à motiver, il n'y a pas. Est-ce que franchement, selon ton expérience, quand tu mobilises les jeunes, ils viennent vous écouter parce qu'il y a des choses que vous leur avez données ou parce qu'ils voient vraiment qu'il y a de l'intérêt à apprendre ou oui, à augmenter leurs compétences. C'est un gros problème que l'on rencontre, effectivement. C'est l'engagement véritable des jeunes au quotidien. Mais je me dis qu'ils ne s'engagent pas forcément parce qu'ils n'ont pas la perception même des effets néfastes du changement climatique sur leur personne et sur la communauté. Très jeune, j'avais déjà compris, par exemple, les gestes éco-responsables. Mais on a au sein de leur foyer qui ne savent pas qu'après sortir de la chambre, il faut éteindre la lumière parce que ça permet d'économiser l'énergie. Si on économise l'énergie, alors on va réduire le coût, par exemple, de consommation au niveau national. Et ce coût de consommation aussi peut réduire alors la facture de l'État. Donc, il faut pouvoir faire comprendre aux jeunes que les effets du changement climatique sont bien réels. Ils nous affectent au quotidien par des petits événements simples. Chez nous, au Gabon, on a de changements de température, donc de règlement de température. C'est-à-dire, on est en saison sèche, mais on a la pluie. Et à ces périodes-là, par exemple, on est censé faire la préparation des champs pour planter. Mais il pleut. Comment on va faire pour préparer les champs s'il pleut? Donc, on aura par la suite un problème au niveau de l'autosuffisance alimentaire parce qu'on ne pourra pas planter ce que on devait planter à cette période-là, car il y a eu la pluie, donc un bouleversement de température. Ça, c'est une chose simple. On a également la hausse des températures, il fait extrêmement chaud. Des années auparavant, on n'avait pas aussi de hausse de température comme ça. Donc, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai constaté qu'il y en a qui marchaient torse nu parce qu'il faisait extrêmement chaud. Ce qui nous sauve encore en Afrique et particulièrement en Afrique centrale, c'est parce que nous avons une bonne couverture forestière d'environ de plus de 85%, donc de 82 à 85%. Et ce qui fait de nos différents pays au niveau de l'Afrique centrale des pays qui ont une bonne économie verte. Parce qu'on a déjà bénéficié des fonds justement de la finance climatique à travers les projets CAFI et de RED+. Donc, pouvoir impliquer les jeunes, ce ne serait pas chose facile parce que derrière, le jeune cherche à combler ses besoins primaires, donc se nourrir, se vêtir et s'éduquer. Alors, si on fait comprendre aux jeunes qu'il y a des problèmes qui te concernent
et que tu peux être la source de solution à ces problèmes-là, je pense qu'ils peuvent être davantage impliqués. Comme nous, ici présents, nous sommes impliqués. Donc, c'est de manière simple ce que je peux dire. En même temps, après, on peut développer pendant des heures. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Elodie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des questions, qui ont des questions à poser. J'attends 30 minutes. En attendant, je vais poser une petite question à Monsieur Yves. Pour clore, s'il n'y a pas vraiment de questions, est-ce que, comme il le disait, que c'est pas vraiment facile souvent de mobiliser les jeunes, est-ce que donc tu penses que les jeunes Africains ont réellement influencé les décisions à la COP30 en étant vraiment honnête? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que les jeunes Africains, ils ont eu de l'impact à la COP30. Ils ont eu de l'impact, que ce soit sur l'aspect de faire du plaidoyer. Nous avons vu beaucoup d'initiatives de la jeunesse africaine qui ont défendu vraiment des causes très importantes par rapport au changement climatique et qui ont eu des actions concrètes. Il y a aussi des side events qui ont été organisés par les jeunes Africains et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une vue sur tout ça. Mais aussi, j'aimerais ici insister sur le courage que j'ai eu à avoir sur la jeunesse africaine qui est en train de prendre le devant dans les négociations sur le changement climatique. Vraiment qui prennent la parole pour défendre les positions de leur pays et voilà, tirant profit des formations que nous avons parlé. Je crois que la jeunesse africaine a vraiment eu un impact. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il est très important pour tous les partenaires, pour les pays, de soutenir la participation de la jeunesse, de soutenir la participation de la jeunesse dans ces processus. C'est eux qui héritent déjà de cette planète et qui vont avoir donc à gérer les conséquences de ces changements climatiques. Il faut qu'ils s'impliquent dès maintenant dans la définition des différentes politiques, dans les discussions sur les changements climatiques. Il faut leur donner tout le soutien nécessaire, que ce soit dans le renforcement des capacités, mais c'est aussi pour les moyens. Parce que avoir les moyens pour participer à ces espaces, c'est quelque chose aussi qui devient compliqué pour la plupart des jeunes. Donc, et là, vraiment, j'aimerais vraiment faire un appel pour que les jeunes soient impliqués, soient mis dans les country delegations, dans les délégations pays, qu'ils puissent avoir des financements, qu'ils puissent participer, qu'ils puissent se former, qu'ils puissent bâtir une expérience et vraiment pouvoir participer dans les négociations sur le changement climatique, mais aussi porter des solutions d'innovation, comme nous avons déjà vu la preuve que quand la jeunesse a les moyens, ils peuvent vraiment proposer des solutions durables. Et donc, c'est ce que j'aimerais dire sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Je ne sais pas, avant de clore cette session, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose. Je vois la main de Marie qui est levée. Marie, tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que tout a été dit. Oui, merci beaucoup. Rachad, si je reviens vers toi, qu'est-ce que tu laisses ou la dernière pensée ou réflexion que tu aimerais partager aux jeunes? Bon, je pense que je n'ai plus grand-chose à dire, mais nous devons tous vraiment travailler ensemble pour pouvoir vraiment aller à l'action et surtout poser l'action au niveau local. Parce que c'est là vraiment on a des problèmes et il faut beaucoup plus amener nos gouvernements à, à réagir et aussi mettre en œuvre des initiatives. Et
il ne faut pas oublier aussi que les changements climatiques sont vraiment une opportunité pour les jeunes, de l'autre côté aussi. Donc, je vais aussi insister sur le multilatéralisme. C'est très important que acteurs de la société civile, le gouvernement, les privés, les banques, les universités travaillent vraiment de commun accord pour renforcer le multilatéralisme afin que ensemble nous puissions vraiment sortir gagnants et mieux faire face au changement climatique. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup et c'était vraiment un plaisir d'être ici. Merci Rachad, merci beaucoup. Elodie, une dernière pensée? Oui, j'aimerais conclure en disant que les changements climatiques ne sont pas seulement un problème, mais aussi des opportunités pour les jeunes. Parce qu'en Afrique, nous avons des problèmes d'emploi. Donc, nos administrations ne peuvent plus recruter. Et les changements climatiques ici peuvent faire office d'opportunités d'emploi, mais d'emploi vert et d'emploi bleu. Mais pour cela, il faudrait que les jeunes soient informés qu'il y a effectivement cette possibilité-là de devenir, par exemple, de faire par exemple la finance climatique, de devenir encore peut-être environnementaliste ou bien entrepreneur vert. Donc c'est aussi se pencher sur cette position-là afin de voir les opportunités que nous offrent les changements climatiques pour résoudre les problèmes économiques au niveau de l'Afrique. Et bien évidemment, nous devons être unis. Et c'était un plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci Elodie. Yves, une dernière réflexion? Yves, vous êtes là? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que tout a été clair. J'aimerais ici vraiment remercier IGCD pour donc l'organisation de cette session. Et vous féliciter aussi pour toutes les initiatives que vous êtes en train de mener, que ce soit au Burundi ou dans la région ou en Afrique. Merci beaucoup pour l'espace et merci aussi à tous les participants pour les contributions et tout ça. Et nous espérons que c'est quelque chose qui va contribuer donc euh, à l'amélioration de la jeune et de la passion de la jeunesse dans ces espaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au nom de tout le monde, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'intervenir et je sais que ça a été vraiment une session très riche et les autres participants, ils nous ont écrit. Franchement, la connexion, vous savez ce qui est au Burundi, c'est pas, même en call WhatsApp, c'est pas toujours facile. Mais heureusement, on pourra encore le réécouter parce qu'on a pu l'enregistrer. Donc, merci à tous. Et même dans le WhatsApp groupe, on vous dit merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour venir partager votre expérience. Et à nous revoir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée.